Et bonjour à tous pour ce RPG ED All Stars. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Aetlas, éditrice, streameuse, fondatrice d'un D4. Et on va parler confiance. Bonjour tout le monde et ravie d'être là pour parler d'un sujet qui me tient très à cœur et que je n'ai pas traité sur mes propres réseaux pour le traiter avec toi. Oh, c'est vraiment trop gentil. Et je vais dire déjà, pour commencer d'un petit peu loin, c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui est vite présent dans le jeu de rôle. Étant donné que on a toujours ce fameux contrat social qui est présent, où le maître de jeu a confiance en ses joueurs pour essayer de suivre les codes du jeu, d'essayer de suivre l'histoire, et vice-versa, les joueurs ont confiance dans le maître de jeu pour leur présenter une proposition de jeu auquel ils ont signé à l'avance. Sauf bien sûr si on fait des parties, venez, vous verrez bien ce que c'est. Mais donc c'est vrai que dès le début, avant même la partie, on a déjà cette notion d'avoir confiance les uns en les autres pour pouvoir jouer. Et je dirais même que en fait c'est primordial qu'elle soit là parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui jouent ensemble sans forcément se connaître ou qui vont en convention découvrir un jeu avec un MJ qu'elles n'ont jamais croisé. Et je pense que instaurer de la confiance dès le début de la table, dès le début de la rencontre, est impératif si on veut justement que la table se passe bien et que tout le monde soit à l'aise autour. Alors après bien sûr la confiance, c'est un peu le devoir de chacun. On peut pas vraiment le fliquer hein, justement, sinon ça casse un petit peu le truc. Cela dit, est-ce que d'après toi, il y a des bonnes habitudes à prendre pour justement instaurer ce climat à table? Je pense que tout ce qui est outil de sécurité émotionnelle, mine de rien, renforce cette confiance. Ouvrir la porte à ce que les gens puissent dire non, ça me va pas, bah, ça ouvre la porte à aussi dire du coup, cette chose-là me va et donc j'ai confiance en toi pour que on instaure ce climat ensemble. Et puis sinon, en fait, on peut en revenir aussi à des choses très basiques, mais discuter ensemble de la thématique de la table, discuter ensemble de nos états avant la table en tant que personne, en tant que joueuse et pas forcément que en tant que personnage. En gros, ne pas oublier les personnes quand on est dans une partie. Je pense que bah, c'est la base et c'est comme ça qu'on instaurera un climat de confiance. Parce que si je m'inquiète de comment tu vas, eh ben forcément, tu peux plus facilement te confier à moi. Alors du coup, tu l'as évoqué, c'est vrai qu'on a une multiplication des outils de sécurité émotionnelle qui ont commencé à faire leur apparition. On en voit énormément sur les jeux de la scène indépendante, parce que souvent on va toucher à des sujets qui sont plus proches de nous, plus sensibles. Mais ça se démocratise aussi sur d'autres jeux, sur des plus grosses licences. C'est devenu un petit peu courant actuellement dans la génération actuelle du jeu de rôle. Personnellement, j'aime beaucoup comme outil de sécurité émotionnelle les lignes et les voiles. Mm. Donc, qui dit en début de partie, on peut parler de ça à partir du moment où on va pas forcer le trait. Et par contre, ça, c'est un non, c'est la ligne que je ne veux pas franchir. Est-ce que toi, tu as des outils de sécurité émotionnelle que tu apprécies plus que d'autres ou à recommander, en tout cas pour ceux qui ne seraient pas habitués à ce genre d'outils? Bah, effectivement, les lignes et les voiles, c'est souvent ce que je conseille en premier, avec potentiellement l'utilisation du formulaire de consentement qui a été proposé par Montecook Gaming, parce que des fois, c'est pas facile en fait de verbaliser ces lignes et ces voiles, ou même de se rendre compte de quelles seraient nos limites sans avoir une liste de sujets sous les yeux. Mais moi, je pense que mon outil chouchou, et c'est pas pour l'utiliser, c'est assez étrange, mais c'est la carte X. Alors qu'en fait, concrètement, quand j'ai une carte X en table, on ne l'utilise jamais. Mais je trouve que la carte X, donc à l'origine, son objectif, c'est elle est là. Et s'il y a un sujet qu'on ne veut pas aborder, s'il y a une scène qu'on veut arrêter parce qu'elle nous met mal à l'aise ou simplement on ne veut pas que cette chose-là se passe dans la table, on peut s'en saisir et dire stop. Et en fait, je trouve que cette carte, même sans l'utiliser concrètement en table, le fait de dire on a une carte X, ça veut dire à cette table, on fait attention les uns aux autres. Et donc, à cette table, on va essayer de se faire confiance les uns aux autres et on peut se faire confiance les uns aux autres.
Les parties que j'ai fait moi avec la carte X, c'est vrai que j'ai jamais eu personne qui l'a pris. Cela dit, je me demande quand même s'il n'y a pas une certaine timidité à faire l'action. On va dire le peur de casser la partie, de casser le mouvement qui est en cours. Et c'est vrai que ça fait que j'ai encore un petit peu de mal avec la carte X. Je sais pas si elle est vraiment aussi efficace qu'elle l'est dans la théorie. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il y a deux choses, il y a deux moments où la carte UX va être difficile à s'emparer. C'est soit effectivement avoir peur de casser l'immersion, avoir peur d'embêter les autres concrètement, soit quand on a passé un moment où en fait c'est déjà trop tard. Je pense notamment à des personnes victimes de traumatisme, où en fait on est déjà en dissociation et donc c'est déjà trop tard pour se rendre compte et pouvoir arrêter les choses parce que on a déjà passé le stade de la dissociation. Donc effectivement, je pense que c'est pas du tout un outil parfait. Et je pense que c'est un outil même très limité. Mais en fait, j'aime bien son symbole. J'utilise vraiment comme un symbole personnellement dans mes tables pour dire, eh ben, dans cette table, on va faire attention. Ça me fait penser à une. Alors, du coup, très très obscur. Il y a un jeu de Simon et Manon Lee qui s'appelle Les Chants du Purgatoire, il me semble. Où en fait la partie commence quand un jeu qui se joue uniquement à deux. Donc, quand un des joueurs attrape le poignet de l'autre, donc va attraper le poignet du MJ, et en fait la partie s'interrompt dès qu'il lâche la main, et ce qui fait qu'en fait on a un outil de sécurité émotionnelle qui est intégré dans la mécanique du jeu. C'est trop bien. De toute façon, Simon et Manoli sont incroyables et inventent des choses merveilleuses. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais leur RPG Day sur leur Twitter, Angel Dust, est juste incroyable. Allez le voir. Chaque jour, Simon propose un mini-jeu autour du thème du jour. Voilà, allez voir. Je ne peux que trop recommander, hein. Je pense que ceux qui me suivent savent que je suis un fan incontesté d'Angel Dust, et que dès que je peux faire quelque chose avec eux, ben, je n'hésite pas. Bah, j'allais dire, je sais pas si j'ai l'impression d'avoir fait le tour parce que j'ai l'impression que c'est tellement évident pour moi dans ma pratique que d'instaurer un climat de confiance pour jouer ensemble que du coup on fait le tour vite. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas si évident partout où on va. Les premières parties que j'ai fait dans ma vie dans des associations ou des clubs ou des soirées de convention, en fait, c'était pas si évident que ça. Cette idée d'instaurer la confiance. On était vraiment là pour consommer et pratiquer. Et je sais pas. Donc, j'ai l'impression d'avoir un décalage avec la majeure partie du public rôliste francophone. Ben, après, tu soulèves aussi un point intéressant, le fait de jouer en club. On est souvent une pièce rapportée, en tout cas dans nos premières parties, à des gens qui jouent tout le temps ensemble, et donc c'est vrai que eux ils ont leur propre bulle, leur propre mécanique, ben leur blague entre eux, qui du coup font en pleine conscience et n'ont aucun problème avec ça. Et lorsqu'on arrive de l'extérieur, ben, on peut avoir des choses qui sont à première vue choquantes, mais qui peut-être dans le contexte ne l'est pas. Hmm. Et donc ben, c'est peut-être bien aussi des fois d'en parler au moins après les parties, et éventuellement pour dire ouais, même si ça je ne l'ai pas compris, il y a peut-être quelque chose en dessous, et avoir l'histoire complète, ça peut aider ben, justement à gagner la confiance, à rentrer dans le cercle également. Et donc si vraiment dans le cadre en tout cas de club, ben, ça peut aider à faire des meilleures parties à l'avenir, et de justement s'intégrer dans ce club. Pour reprendre ce que tu disais au début, le contrat social, en fait, dans un groupe qui joue souvent ensemble, le contrat social, il devient implicite, il devient diffus. C'est toujours la même chose parce qu'on se connaît bien et on connaît nos limites les uns aux autres. Et du coup, effectivement, si on est une pièce rapportée dans ce groupe, eh ben, ça va pas être explicite ce contrat social et il va peut-être falloir effectivement à un moment soulever des choses simplement pour comprendre quel est le contrat en place, où se placer dedans et puis aussi ouvrir potentiellement la porte à est-ce qu'on peut ajouter une condition, une limite ou ouvrir quelque chose parce que moi ça me va pas et j'ai pas envie de jouer dans cette situation-là, quoi. Donc, effectivement, c'est difficile d'y penser, à renégocier ce contrat social quand on est dans un groupe qui se connaît très bien. Mais quand on rajoute quelqu'un, c'est essentiel. Et bien sûr, ces bons mots, il est déjà temps de nous quitter.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec moi sur la confiance. Bah, merci à toi de m'avoir invité, j'étais ravie. Moi également. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain. Ciao!